Aujourd'hui, un dernier mot de l'UFC 313, Bilal Mohamed qui révèle les coulisses de son combat à venir face à Jack Della Maddalena, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le vendredi 7 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Commençons avec Alex Pereira qui a déclaré comprendre que son combat contre Ankalaev soit un de ceux qui intriguent le plus les fans, tout simplement parce qu'on retrouve sur le papier une opposition classique, lutteur contre striker. Maintenant il le dit aussi, Ankalaev n'est pas qu'un grappleur, et moi je ne suis pas qu'un striker. Un journaliste lui a demandé ce qu'il préférerait pour la suite en cas de victoire samedi soir, soit Dricus du Plessis en lourd léger, ou John Jones chez les poids lourds cette fois. Lui il répond que les deux sont une option, qu'il y a aussi Usyk en boxe anglaise, l'UFC étant maintenant dans la promotion du noble art, ça faciliterait forcément les choses, mais c'est Dana White qui décidera. Lui, pour l'instant, il ne voit pas plus loin que samedi soir. On lui a fait remarquer qu'il a réalisé quelque chose d'assez rare dans le sport, à savoir 2 longues séries de victoires. La première qui l'a mené jusqu'au titre des poids moyens. Ensuite, on connaît l'histoire, il voit sa série stoppée par Israel Adesanya lors de sa première défense de ceinture, en plus par KO. Il monte d'une catégorie et commence une nouvelle série qui l'amène de nouveau à la ceinture. Forcément, on aimerait savoir quel est le secret, mais d'après lui, il n'y a pas de formule magique, il faut juste s'entraîner, continuer à s'entraîner et surtout faire les ajustements nécessaires. Le champion des poids welter, les moins de 77 kilos, Bilal Mohamed, a expliqué que c'était assez frustrant de ne pas avoir de combat de prévu, que lui en tout cas aime avoir une échéance, et dernièrement, il savait que l'UFC voulait qu'il combatte au mois de mai, mais il n'avait pas d'adversaire précis, et ça aussi d'après lui c'était une situation assez étrange. Il nous a aussi appris que si c'est Jack Della Maddalena qui a obtenu sa chance pour l'affronter lorsque Shavkat Rakhmonov a annoncé qu'il ne serait pas prêt, c'est en grande partie dû à sa longue série d'invincibilité. Et puis en plus, si Jack Della Maddalena avait battu Leon Edwards, le combat qui était initialement prévu pour lui, il n'aurait fait aucun doute qu'il aurait été le prochain. Il y a donc une logique qui est respectée. Et puis pour lui, Bilal Mohamed, battre un adversaire avec une telle série de victoires, il estime que ce serait très gratifiant pour sa carrière et pour la trace qu'il laisserait dans le sport. On a entendu aussi pendant un certain temps des rumeurs qui envoyaient le champion de la catégorie inférieure, Islam Makhachev, combattre pour la ceinture des moins de 77 kilos, la ceinture de Bilal Mohamed donc. Ensuite, les deux avaient déclaré qu'ils ne s'affronteraient pas pour la simple et bonne raison qu'ils sont amis et se sont déjà entraînés ensemble. On avait eu à l'époque certaines critiques qui avaient émergé. On leur reprochait notamment de ne pas vouloir s'affronter alors qu'ils ne s'étaient entraînés que 2 semaines l'un avec l'autre. Mohamed, il a tenu à clarifier ça. Ils ne se sont pas entraînés seulement 2 semaines. Il y a aussi eu une session de 6 semaines avant son combat contre Sean Brady. Et puis Khabib l'a aussi énormément aidé dans sa carrière. Islam étant très proche de Khabib, forcément on comprend la situation. Et puis il ajoute enfin que Islam, tout comme lui, a encore des combats qui l'attendent dans sa catégorie et que ce n'est pas comme si un affrontement entre les deux était la seule option qu'il restait à l'UFC. Comme on parle de double ceinture, lui parfois a évoqué le fait de monter chez les poids moyens pour aller y défier le champion, et il explique qu'en fait c'était plutôt sur le ton de la blague et qu'il voulait voir qui allait réagir à ça. D'après lui, quand un combattant veut monter pour aller chercher tout de suite un deuxième titre, il doit au moins avoir battu tout le top 5 de sa catégorie, afin bien sûr de ne laisser aucun doute sur sa domination. Et puis pour terminer, on l'a interrogé sur son parcours jusqu'à la ceinture, qui a été assez long, c'est le moins qu'on puisse dire. On voulait savoir un peu quel a été son ressenti quand enfin il a eu la ceinture autour de la taille. Forcément, il a été très heureux pour lui, mais surtout pour son équipe d'ailleurs qui est la même depuis plus de 10 ans maintenant. Il a eu l'impression en réalité de voir tout leur travail enfin récompensé. Chase Hooper maintenant, lui, à l'occasion de l'UFC 314, il va affronter Jim Miller, une opposition qui lui plaît beaucoup. Hooper, c'est un grappleur. Les deux derniers à avoir soumis Miller, c'est Charles Oliveira et Michael Chiesa, pas n'importe qui. Il sait aussi que Miller, au sol, va essayer de le soumettre, ou en tout cas va être très agressif. C'est quelque chose qu'il aime, et surtout il préfère ça plutôt qu'un lutteur qui va seulement venir prendre et maintenir des positions. Actuellement, il est sur une série de 4 victoires. Le dernier à l'avoir battu, c'était Steve Garcia, mais c'était pas chez les poids légers.
à l'UFC 314, il combattra en poids léger. C'était en poids plume, son dernier combat chez les poids plumes. D'ailleurs, bien sûr, Miller pourrait peut-être s'inspirer de ce que lui avait fait Garcia, à savoir aller chercher un coup très dur dès le début du combat, mais si c'est le cas, lui il assure avoir fait les ajustements nécessaires, surtout concernant sa défense de striking, pour s'assurer bien sûr que ça ne se reproduise pas. Et puis en parlant de ce combat contre Garcia, il a beaucoup appris de ce qui s'est passé ce soir-là, lorsqu'il s'imaginait le pire scénario possible dans un octogone, et ben justement c'est exactement le scénario qui s'est produit ce soir-là. Et puis au final, il le dit, c'est pas si terrible finalement, je m'attendais à bien pire, et puis vous ajoutez à cela le fait que suite à ce combat, il a été transporté à l'hôpital, et là-bas il a vu des gens dans un bien plus triste état que lui, donc au final il avait juste perdu un combat de MMA, et ce qu'il explique c'est qu'il y a une sorte de barrière mentale qui s'est brisée pour lui ce soir-là, et il y a un autre combat duquel il a beaucoup appris, notamment sur l'aspect mental du jeu. Il parle même d'un point pivot dans sa carrière, c'était pas son dernier combat, mais c'était celui encore avant. Il faisait face à Vyacheslav Borchev, un adversaire qu'il décrit comme un striker d'élite et qui ne cherche pas seulement à te battre, mais à te détruire et à te faire mal. La préparation mentale de ce combat donc avait été assez compliquée. Il a quand même fini par s'imposer par soumission au deuxième round et il est aussi assez satisfait de ce qu'il a proposé debout. Encore une fois, un combat duquel il a énormément appris. Et puis pour faire un petit saut dans le passé, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne savent pas, Hooper, il a eu sa chance au Dana White Contender Series alors qu'il n'avait que 18 ans. Il avait remporté le combat mais n'avait pas été signé tout de suite. Il avait donc été recombattre dans d'autres ligues. Et puis 2 ans plus tard, alors qu'il avait 20 ans bien sûr, l'UFC l'a signé définitivement. C'est vrai, on pourrait penser que 18 ans c'est assez tôt pour participer au Dana White Contender Series, mais lui il explique qu'il a eu l'opportunité et qu'il l'a saisie. Et une fois à l'UFC, ça a été un gros changement, parce que quand tu combats dans des ligues régionales, dans des petits shows, en général, tu te rends au combat par tes propres moyens, tu fais ce que tu as à faire, tu combats et tu rentres chez toi. L'UFC, c'est totalement différent. Tu as des obligations vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de la pesée, la cérémonie de la pesée, etc. Tu combats parfois très loin de chez toi, faut prendre l'avion. Donc tout ça, c'est très différent. Ça met un petit moment d'acclimatation, mais lui a réussi à très bien s'y faire. Il a aussi connu des défaites à l'UFC, mais d'après lui, hein, comme on pourrait dire, ce qui ne tue pas rend plus fort, et ça n'a fait que le conforter dans son idée qu'il voulait être un combattant, qu'il voulait continuer à s'entraîner, et surtout à devenir plus fort. Et en parlant d'entraînement, il a terminé l'interview avec quelque chose d'assez drôle. Il explique bien aimer échanger avec les combattants russes quand ils viennent s'entraîner dans sa salle, mais il n'aime pas s'entraîner et surtout sparer avec eux parce que d'après lui, ils y vont beaucoup trop fort. Donc le sparring dur, c'est quelque chose qu'il aime, mais à petite dose, pas tout le temps. Et toujours d'après ce qu'il dit, quand tu commences à toucher un russe, même pas fort, là ça y est, il vrille complètement et ça devient une vraie bagarre et c'est quelque chose que lui n'aime pas du tout. Sinon, concernant l'UFC du week-end, Raphaël Fiziev est favori face à Justin Gaethje, à ma grande surprise, pour être honnête avec vous. Maintenant, comme le dit Gaethje, je reviens d'un KO, je pense que ça a beaucoup pesé dans la balance. On a aussi les payes de l'UFC Seattle qui a eu lieu il y a 15 jours qui sont tombées. Je vais vous en donner quelques-unes pour qu'on se rende compte un peu où se situe chaque combattant. Song Yadong, 320 000 dollars. Donc la moitié, les 160 000 dollars, c'est le bonus de victoire. Henry Cerudo, 150 000. Dans le co-main event, Anthony Hernandez, 140 000, avec la moitié, donc 72 000, qui sont liés à son bonus de victoire. Brendan Allen, 210 000, alors qu'il a perdu. Rob Font, 320 000, la moitié pareil, bonus de victoire. Et face à Rob Font, on avait Jean Matsumoto, qui n'a pris lui que 26 000 dollars, pour vous dire à l'écart. Et puis 2 petits derniers, Jean Silva, la sensation qui monte, 90 000 dollars, la moitié 45 000. Pareil, c'est un bonus de victoire. Et puis très peu payé sur la carte, Julius Walker qui n'a pris lui que 12 000 dollars pour vous dire l'écart entre les combattants selon l'expérience, selon victoire ou pas victoire, l'ancienneté dans la société, etc. Julian Marquez qu'on a vu perdre le week-end dernier face à Cody Brundage ne fait plus partie du roster UFC, quatrième défaite de suite. Bien sûr, on peut comprendre. Il y en a un autre qui à mon avis n'a pas marqué des points, c'est Marcos Rogerio de Lima, le poids lourd. On n'a déjà pas beaucoup de poids lourds à l'UFC, il vient de prendre 1 an de suspension, il s'est fait choper pour dopage. Il y a quelques rumeurs depuis hier comme quoi Taylor Lapulus aurait peut-être signé au PFL et il semblerait que ce soit totalement faux. C'est Eric Carin, l'animateur de Fréquence MMA, qui est son coach mental et ami, qui l'a déclaré sur ses réseaux. Pour l'instant, Taylor n'a signé nulle part. J'enregistre là, il est midi, peut-être qu'à 13 h ce sera différent, mais en tout cas pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Un petit peu de boxe anglaise maintenant, avant de passer au moment Paris. Et Naoya Inoue, la sensation japonaise que j'aime beaucoup, vous le savez, même si je ne suis pas le plus grand fan de boxe anglaise, j'aime ce que fait ce combattant. Eh bien, il va combattre en dehors du Japon pour la première fois depuis 2021, puisqu'il va combattre à Las Vegas le 4 mai face à Raymond Cardenas. Ça va avoir lieu à la T-Mobile Arena, là où on a l'habitude de voir l'UFC. Tout de suite, on est une veille de combat, veille de pay-per-view en plus. Je vous affiche les cotes à l'écran, je m'éternise pas sur chaque combat. Quand il y a quelque chose à dire, je le dis. Pour plus de détails, comme toutes les semaines, la chaîne YouTube UFC Analyse et Pronostic. N'hésitez pas à aller voir et les combattants n'auront plus de secret pour vous. On commence avec Bobby Green, cote à 4 contre Mauricio Rufy, cote à 1,19. Moi, je vais y aller avec Rufy. Tout est possible en MMA, bien sûr, tout peut se passer. Maintenant, Rufy, je pense que c'est son moment. Bobby Green, il est quand même sur le déclin, même s'il peut surprendre, même s'il a un style peu orthodoxe, hein, j'en ai déjà parlé. Trouver un sparring partner qui te mime à la perfection Bobby Green, c'est pas facile, mais je pense que c'est un combat qui est à la portée de Mauricio Rufy. Ensuite, Amanda Lemos, 2,05 contre Yasmine Lucindo, 1,66. Assez serré. Jailin Turner contre Ignacio Bahamontes. Je ne sais pas du tout où ça peut aller. Je serais tenté d'aller du côté de Bahamondes, mais attention, Jailin Turner, lui, pourrait, pourquoi pas aussi, réussir à tirer son épingle du jeu. 1,98 contre 1,72. On voit que c'est assez serré aussi. D'ailleurs, hier, je vous disais que Bahamondes faisait 1,85 et Turner 1,91. C'est ce qu'on trouve sur tous les sites internet. Il y en a un de vous qui me dit non, c'est faux, les deux font tous les deux 1,91. Alors je sais pas trop où tu as vu l'info, je dis pas que c'est impossible, hein, parce que dans les conférences de presse, il disait que l'écart était vraiment très minime. Jailin Turner n'a pas l'habitude de ça, Bahamondes non plus, bien sûr. Donc écoutez, moi je suis resté sur le 1,85 pour Bahamondes et 1,91 pour Turner. Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux sont à peu près pareils et que ce n'est pas habituel pour eux dans cette catégorie. Le co-main event, Justin Gaethje 2,25 face à Rafael Fiziev 1,58. Personnellement, je serais tenté d'y aller avec Gaethje. Maintenant, lui, il revient d'un gros KO. Fiziev revient d'une blessure et d'une longue période d'inactivité, donc ça compense peut-être. Mentalement, je pense que Fiziev va être bien. Gaethje, bah forcément, le KO a peut-être laissé des traces. Je ne sais pas. Alex Pereira face à Magomed Ankalaev. Très serré, 1,90 pour Pereira, 1,84 pour Ankalaev. Sur les réseaux, c'est assez drôle parce que les gens qui supportent Pereira sont assez pessimistes en te disant ouais, mais la lutte, ça va pas le faire. Et ce matin, j'ai vu des gens qui supportent Ankalaev et qui disaient malheureusement, on met beaucoup en avant la lutte d'Ankalaev, mais il ne l'utilise pas assez, il va rester debout et il va se faire punir. Mon scénario, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'aimerais que Pereira, pour l'histoire, s'impose en n'ayant rien contre Ankalaev. Et surtout qu'il s'impose au terme d'un combat difficile dans lequel il a dû lutter, dans lequel il a dû aller au sol, dans lequel il a dû défendre les takedowns pour montrer qu'il est un combattant complet. Et là, sa cote de popularité exploserait. Mais c'est un combat que j'attends énormément et j'espère qu'on aura du beau spectacle. Si vous apprenez des choses et que vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça me fera très plaisir. Je lis tous les commentaires, j'y réponds et j'en sélectionne certains pour la Minute Auditeur qui démarre tout de suite. Minute Auditeur que je commence avec Chacha Delacroix, 3e numéroté de l'année. Est-ce qu'on va encore voir un cardio de l'espace et se raconter de jolies histoires sur la génétique incroyable des champions? Depuis le départ de l'USADA, c'est de moins en moins crédible. Je suis la seule à le remarquer, point d'interrogation. T'es pas la seule. Suite à l'UFC de la semaine dernière, je me suis fait la réflexion, je me suis dit bon, attendons de voir, et certains d'entre vous me l'ont mis en commentaire, ça devient de plus en plus gros, les cardios sont vraiment impressionnants. Y a-t-il un lien avec le dopage? J'espère que non, mais maintenant forcément, on est obligé de se poser la question. Marco Potel, concernant Tonton Dana, le problème c'est que s'il paye ses boxeurs comme il paye ses combattants de MMA, il risque de ne jamais avoir les plus grands qui resteront dans la boxe classique avec des bourses qui se comptent en millions, donc les plus grands resteront dans la bourse classique parce qu'ils prendront de l'argent. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. À avoir écouté son interview Dana White, j'ai l'impression que ce qu'il disait c'est qu'en fait l'élite gagne beaucoup d'argent en boxe et le reste rien du tout et que lui veut rééquilibrer ça. De toute façon, tout sera une question d'argent d'après moi pour les combattants et bien sûr d'opportunité. Jim, si on se contente des buts annoncés, Dana et Turquie dans la boxe, ça a l'air super, une seule organisation valable, fin du délire des 140 catégories avec 37 ceintures chacune, les meilleurs qui s'affrontent, bref on arrête le bordel et on a un truc bien propre qui permet de s'y retrouver et de réussir à suivre. Mais concrètement ça va donner quoi et ça va se passer comment? Est-ce que ça va pas juste être une 5e ceinture? Moi je pense que ça serait une 5e ceinture, ils vont pas tuer les autres ligues, hein, ça va être comme en MMA, d'après moi. Est-ce que les contrats d'exclusivité vont pas encore plus séparer les boxeurs? Peut-être aussi. Les chouchous de Dana ne vont-ils pas bloquer les catégories? Et contourner le Ali Act, est-ce que ça va pas se faire au détriment des combattants? Écoute, je ne sais pas du tout.
En tout cas, moi, je vois toujours ça comme une meilleure opportunité pour les combattants de briller. Maintenant, moi, si je suis égoïste et que je réagis en tant que public, en tant que gars qui veut voir des combats, je préfère qu'il y ait une seule organisation. Comme ça, les meilleurs s'affrontent et c'est réglé. Maintenant, pour les combattants, je pense que la concurrence, c'est bon aussi. Et comme je disais il y a 5 minutes, hein, je pense que les combattants iront là où il y a de l'opportunité, là où il y a de l'argent et là où on leur donne une plateforme qui leur permet d'être connus et peut-être de développer autre chose à côté. On le saura très prochainement. Et il y a Hicham Bay qui réagissait en disant: je vous conseille de regarder le podcast qu'avait fait Alexandre Herbinet sur RMC Combat concernant les risques de monopole que pourrait engendrer cette organisation. Merci pour le tuyau. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de combat et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça. On parlera bien sûr, comme à chaque fois, des interviews d'après-combat où les combattants se projettent un peu plus et reviennent sur leurs sensations de la soirée. Passez tous un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine à 17h. Salut!